Bon, Bruno a fait la présentation, donc ça va être très rapide. Moi, je travaille à la Cité de l'Espace à Toulouse. En ce moment, on a une exposition qui tombe bien avec le sujet de cette conférence. C'est l'exposition Astronautes, où vous pouvez tout savoir sur qu'est-ce que c'est d'être astronaute. C'est assez difficile, mais c'est aussi, on dit, l'un des plus beaux métiers du monde. Et puis pour l'actualité, vous faites tout simplement cité-espace.com pour savoir sur le parc un petit peu l'actualité spatiale. Et mon épouse, elle... C'est un magazine, 100 pages, tous les 2 mois, grand public. Il s'adresse à tout le monde, des plus jeunes, 7-8 ans, jusqu'aux plus âgés, on ne s'arrête pas. Et donc vous retrouverez passé, présent et futur de tous les programmes spatiaux, habités ou simplement d'exploration à travers le monde entier. Là, en l'occurrence, on parle de Thomas Pesquet, mais on parle de tas et de tas de choses. Et il y aura même des magazines en vente après la conférence, si vous voulez. Tout à fait, à la boutique. C'était la page de pub. Donc on va revenir au sujet, c'est Baïkonour. Et si vous regardez bien l'affiche du festival, cette petite chose-là, c'est la Station spatiale internationale. Et il faut savoir que depuis que les Américains ont mis à la retraite leur navette spatiale, tous les astronautes qui vont vers la Station spatiale internationale, quelle que soit leur nationalité, partent de Baïkonour, la fameuse porte des étoiles soviétique, puis russe. Et on a eu essentiellement l'occasion, on va vous en parler essentiellement dans le cadre du départ de Thomas Pesquet, donc de Gagarine à Thomas Pesquet, même si, notamment mon épouse, a eu la chance d'aller plusieurs fois à Baïkonour. D'ailleurs, vous êtes bien installés, parce qu'on va non seulement vous faire un saut dans l'espace pour aller jusqu'à Baïkonour, c'est quand même au sud de la Russie, bien en bas, mais on va faire un très grand saut dans le temps. Parce que Baïkonour, aujourd'hui, est à la pointe des lancements. Ce sont eux qui sont capables de lancer des astronautes vers la Station spatiale internationale, mais ils le font depuis 60 ans et ils n'ont quasiment pas bougé. Alors voilà où est Baïkonour. Ce n'est pas une photo de Mars. Et pourtant, ça ressemble. Et c'est au milieu de nulle part. Alors pourquoi au milieu de nulle part? Il y a plusieurs raisons. Un petit peu de géographie. Donc c'est dans le Kazakhstan. La Russie est là. Le Kazakhstan, la Chine, Turkménistan, Ouzbékistan, ils ont un emplacement géographique un petit peu compliqué. Et pourquoi les Soviétiques ont décidé de lancer leur fusée ici? C'est très simple. À l'époque, c'était un territoire soviétique, il ne faut pas l'oublier. C'était au sud pour eux. On est quand même à 45 degrés de latitude nord. Ils auraient pu descendre un petit peu en bas, mais je pense qu'ils ne voulaient pas être à côté des voisins. C'est éloigné de tout, et surtout des espions. N'oubliez pas, c'était le contexte de la guerre froide. Il y avait une ligne de chemin de fer, c'est utile pour amener les morceaux de fusée, et il y avait un fleuve, Sirdaria. Donc il y avait de l'eau. Et en fait, on a construit une ville à partir de rien. C'est-à-dire là, il n'y avait rien. Juste la ligne de chemin de fer qui passait. Et quand je dis à partir de rien, c'est vraiment rien. Et il faut savoir que Baïkonour, en fait, il y en a un vrai qui était, je crois que c'est par ici. Et ils ont appelé ça Baïkonour pour que les espions se trompent. C'est vrai, hein? Et ouais. Le vrai nom, c'était Leninsk. Ils l'appelaient Leninsk. Comme ça, on ne pouvait pas savoir que le lancement se faisait depuis Leninsk. Quand par hasard, un espion arrivait à sortir et à dire « Vous savez, il lance depuis Baïkonour », de toute façon, à Baïkonour, il n'y avait rien du tout, à part un peu de steppe, quelques Kazakhs, et c'est tout. Et quand il y a eu l'indépendance, quand l'Union soviétique a éclaté et que le Kazakhstan est devenu une république indépendante, ils ont, en quelque sorte, demandé à ce qu'on rappelle à nouveau Baïkonour, officiellement Baïkonour. Donc maintenant, on peut dire Baïkonour. Mais avant, c'était Leninsk. Alors, qu'est-ce qui est parti de là-bas? Juste un petit palmarès insignifiant de Baïkonour. Ça, je pense que vous allez reconnaître. À votre avis, c'est quoi? Voilà, premier satellite. 60 ans cette année, quand même. 4 octobre 57. La première petite chose qui part vers l'espace et qui va faire bip bip. Gros coup de semonce pour les Américains. Ça, c'est Luna. C'est les premières sondes qui sont allées sur la Lune. Évidemment, Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace. Puis il y a eu d'autres premières spatiales un petit peu plus techniques, plus long vol, premier rendez-vous, etc. Première sortie extravéhiculaire pour Leonov. N'oublions pas l'exploration planétaire avec notamment le grand succès planétaire des Soviétiques, parce qu'avec Mars, ils n'ont pas eu de bol du tout. Mais ça a été les atterrissages sur Vénus, donc ça c'était la mission Venera 7 en 1970. Bien sûr, les stations spatiales, Mir, et maintenant, la station spatiale
international. Donc c'est vraiment un lieu mythique sur le plan de l'astronautique. Et vu d'ailleurs de l'espace, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors ça, ce n'est que la ville. L'aéroport, la ville, ici. Alors vu qu'ils ont construit à partir de rien, ils ne sont pas trop embêtés. Hein. Les rues, c'est à angle droit. Vous voyez que la végétation est assez florissante. Hein. Vous verrez que quand on doit se protéger ou quoi que ce soit à Baïkonour, il n'y a rien. Pas grand-chose, du moins. Et ça, ce que vous avez vu avant, la ville, elle est là. Et tout ce que vous voyez au-dessus, et encore plus grand, c'est le cosmodrome de Baïkonour. C'est plus de 6000 km² de superficie. Et là, vous voyez le cosmodrome, exactement le pas de tir, d'où est parti Gagarine. C'est le pas de tir numéro 1. Il est là, et c'est de là que Thomas Pesquet va partir. Donc cette infrastructure est très ancienne, elle date de Gagarine. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un carnot. Autrement dit, c'est un grand trou dans la Terre, et les gaz de la fusée sont dirigés par là. Donc les installations... Une partie. Une partie. Alors, on n'est plus l'ère soviétique, mais soyons très clairs, on a encore quelques petites rigidités du côté des Kazakhs et des Russes. En théorie, on n'a pas le droit de prendre en photo quand on survole les installations de Baïkonour. Bon, autant vous dire que quand on est une armée de journalistes qui arrive directement de France, on ne se gêne pas trop. Alors, on va vous faire le petit voyage vers Baïkonour. On part de Moscou. Ah, ouais. Pour un rappel, le lancement de Thomas Pesquet s'est passé en novembre. Donc on est parti de Moscou où il faisait déjà pas très chaud, la neige. Avant de décoller, il a fallu déglacer l'avion qui avait une gangue de glace de près de 3 cm dessus parce qu'on ne décollait pas. Et on est parti de la neige vers le désert. On s'est dit, youpi, il va faire chaud, c'est le désert, c'est le sud, c'est nickel. En fait, ça n'a pas tout à fait été le cas. Non, il faisait très froid. Alors, bon, ça c'est un avion de l'ère soviétique. Moi qui déjà je suis pas tranquille en avion, je peux vous dire que là il perd des boulots en décollant, j'étais pas franchement joyeux. Donc vous voyez que tout est espace. À Baïkonour, en fait, la ville vit entièrement consacrée au spatial depuis 60 ans. Peu de choses ont bougé, ça c'est vraiment des vieilles choses. Et c'est vraiment un aspect soviétique. Tout est pensé espace. Les jardins d'enfants, les jeux pour les enfants, les fontaines, comme on a vu à côté de l'aéroport, tout est totalement spatial. La riante ville de Baïkonour, avec une architecture moderne, c'est un bâtiment récent. Je tiens à le préciser, c'est le bâtiment de l'agence spatiale russe Roscosmos. C'est un des bâtiments les plus récents de la ville. Donc je pense que les architectes sont restés à l'ère soviétique. Donc Baïkonour by night, ma foi, c'est sympa. Très, très animé. Et les journalistes sont hébergés dans un hôtel de l'ère soviétique qui, à mon avis, la maison hantée de Disneyland à côté, c'est sympa. Bon, la photo fait un peu dramatique. Hein. Ceci dit, bon, quand vous êtes dedans... C'est ça quand même. Hein. C'est ça, oui, oui, oui. Voilà, alors, ça c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est l'accueil. Ça, c'est une station. La fusée, Baïkonour, vous voyez les armoiries de la ville. Il faut savoir que Baïkonour, c'est une enclave russe au Kazakhstan. C'est-à-dire que vous passez un poste frontière quand vous rentrez dans la ville. Donc vous passez du Kazakhstan à la Russie. Et les couloirs de l'hôtel, on ne résiste pas à vous le montrer. Ça fait un peu TripAdvisor, mais vous allez voir, c'est sympa. On se croirait dans The Shining, avec Jack Nicholson derrière les portes. C'est d'une modernité extrême. Alors pour le Wi-Fi, autant vous dire que ce n'est pas la peine de le chercher. La climatisation non plus. C'est tel que c'était il y a 50 ans. C'est pour ça, quand je vous disais que c'était un bond, on passait une porte, la porte des étoiles, mais aussi une porte dans le temps, c'est exactement ça. Ça n'a pas bougé. C'est avec des clés. Ce sont presque des petites cellules dans lesquelles on est. Tout est différent. Les serviettes, on a l'impression que la petite babouchka vient de vous amener les serviettes qu'elle a faites à la maison et qu'elle vous a posées sur le lit. C'est assez spartiate, mais c'est Baïkonour. Et quand on est arrivé, on nous a dit vous aurez de l'eau chaude, peut-être. Quand il fait moins 15 dehors, parce que je peux vous dire que l'eau, quand elle arrive froide, elle est froide, hein, à Baïkonour. Et parfois, on n'a pas d'eau du tout. Ce qui nous est arrivé pendant une bonne partie de la journée. Bon, heureusement, il ne faisait pas chaud dehors, donc on ne transpirait pas trop.
Et il y a, mine de rien, sous cet aspect austère, il y a des choses extrêmement sympathiques. Donc, derrière la statue de Lénine, qui est là, vous avez ce bâtiment et vous avez un café cosmonautique. Voilà, sur les murs, partout. Oups, je suis allé un coup. Non, c'est bon. Un coup. Voilà. Regardez, ça, c'est les affiches de l'époque soviétique. C'est magnifique. Et ça, les écussons de toutes les missions qui sont parties depuis Baïkonour, vous les retrouvez tous ici. Et ça, c'est la Station spatiale internationale. Tout ça, ce que vous voyez, c'est les écussons des expéditions, des vols qui vont vers la Station spatiale internationale. Donc, c'est vraiment ancré dans leur vie de tous les jours, le spatial. Alors, c'est une ville très particulière, elle a été construite à partir de rien. Donc, vous avez des bâtiments qui, aujourd'hui, vieillissent mal, il faut le reconnaître. Ce que vous voyez au fond, c'est une usine, on la verra un petit peu plus en détail à côté, parce que Baïkonour a une particularité, l'eau chaude, c'est un chauffage central. La ville a un chauffage central, c'est-à-dire que l'eau se balade dans des tuyaux, l'eau chaude arrive dans les immeubles. Et quand une voiture doit passer là, le tuyau, il fait comme ça. Voilà. Pourquoi en extérieur? Parce que nous, on s'est dit désert, chaud, peut-être un peu frais en hiver. Non, très froid en hiver. Pourquoi en extérieur les tuyaux? Tout simplement parce que quand il faut intervenir dessus en plein hiver, le sol est tellement dur, c'est qu'on ne peut pas creuser. Donc, le plus simple, on les fait passer en aérien. Et comme c'est de l'eau extrêmement chaude, ça ne gèle pas du tout. Alors évidemment, des journalistes, on peut les accueillir dans l'hôtel Overlook avec Jack Nicholson, il n'y a pas de problème, mais des clients de satellites à plusieurs dizaines de millions de dollars, vous les faites pas venir dans ce genre d'hôtel. Donc on a construit un hôtel totalement moderne, une sorte de super Ibis. Et ça a été construit par Arianespace, parce qu'Arianespace, la compagnie de lancement européenne, fait aussi, elle le faisait plus par le passé, un peu moins maintenant, faisait aussi des lancements à partir de lanceurs russes Soyouz, qu'elle revendait pour des clients internationaux. Et donc là, il y avait cet hôtel qui est... À la limite, c'est moins sympa parce qu'à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un Ibis. Donc on est moins dans le jus, je dirais. Oui, puis alors vous rentrez pas et sortez pas comme vous voulez. Hein. Nous, on était au centre de la place, vide, avec le café pas très loin, mais au moins on pouvait sortir. Eux, une fois qu'ils sont dans leur hôtel, le soir, c'est fermé, il y a le garde à l'entrée et vous y restez. Donc finalement, on était bien là où on était. On était mieux. Alors on va vous montrer un premier type de lancement. Par exemple, ça c'était un lancement pour l'Agence spatiale européenne. C'est le lancement de Vénus Express. C'était en novembre 2005. Donc on arrive. Là, je ne l'ai pas prise en photo, mais il y a une boîte avec des masques à gaz. C'est en cas de problème au lancement. De toute façon, on m'a dit c'est même pas la peine. Tu regardes la date de péremption, c'est périmé depuis 1960. Bon, ok. De toute façon, avec un Soyouz, vu que c'est du kérosène et de l'oxygène liquide, si ça explose, c'est pas toxique. En revanche, on peut se prendre des morceaux, donc il faut se planquer. Il n'y a pas d'arbre, il faut se mettre là derrière. Bon, ok. Mais on vous le dit comme ça. Hein. Il faut dire qu'on est à 1,2 km du pas de tir. Ça donne ça. Ça, c'est un Soyouz qui décolle, et là, sous la coiffe, vous avez la sonde européenne Vénus Express. Très impressionnant, on a vu une voiture quitter le pas de tir 10 minutes avant le lancement. Je vous défie de voir un lancement d'Ariane 5 avec une voiture de service qui quitte le pas de tir 5 minutes avant. Ça n'existe pas, ça n'existe que chez les Russes. C'est la façon de faire. Bon, ceci dit, c'est beau hein, quand même. Après, on a des vidéos pour d'autres lancements, vous verrez. Et dans Baïkonour, vous avez des bâtiments qui malheureusement tombent en ruine. Là-dedans, il y avait Buran. Et c'est là-dedans que la seule navette soviétique qui a volé a été écrasée. Mon épouse, elle a eu de la chance. Moi, j'ai vu un Soyouz. Donc un Soyouz, c'est 400 tonnes à 1,2 km. C'est pas terrible. Elle a vu ExoMars avec Proton. ExoMars, qui est parti l'an dernier, il y a un petit peu plus d'1 an. Donc ExoMars 2016, avec le TGO qui allait se mettre en orbite autour de la planète rouge. Une petite soucoupe qui allait se poser sur Mars, qui malheureusement, ça ne s'est pas très très bien passé pour la soucoupe, mais pour le reste, ça fonctionne bien. Et donc, c'est parti depuis Baïkonour avec un superbe lanceur, moi que je trouve magnifique, qui est le Proton. Voilà. Là, vous avez une maquette, mais en vrai, il est quand même nettement plus joli. Et on n'est pas très très loin, on est à 1,5 km, quelque chose comme ça, du lancement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a pas grand-chose pour se protéger. Et là, on nous dit, en cas d'accident, vous faites le plus plat possible au sol, parce que tout ce qui va vous passer au-dessus devrait être assez désagréable, mais essayez de vous cacher derrière quelque chose. Oui, mais quoi? Il n'y a rien.
Donc quand on va jusqu'au pas de tir, c'est un peu spartiate. Alors le proton fonctionne avec de l'hydrazine, c'est un neurotoxique. C'est-à-dire que si dans cette pièce je laisse tomber une goutte d'eau, nous sommes tous morts. D'où les masques à gaz. Sauf que je vous rappelle qu'ils sont plus valables. Conférence de presse avant. ExoMars était une sonde, et toujours d'ailleurs une sonde européenne, qui s'est mise en orbite donc autour de Mars, faite avec les Italiens en partie Thales Alenia Space, et que nous avons vu ensuite décoller avec ça. Alors, ce n'est pas de la vidéo, en fait, j'ai fait des photos en rafale et on les a assemblées. C'est extrêmement impressionnant. J'étais sur une espèce de petite maison qui était là pour nous apporter du café ou du thé chaud, qui était en tôle ondulée. Toute la tôle ondulée s'est mise à vibrer, le sol s'est mis à vibrer, et en fait, tout le monde vibrait entièrement. On est tellement proche, c'est qu'on a l'impression de partir presque en même temps que le lanceur. Alors, il n'y a qu'avec les Russes, hein, d'ailleurs, qu'on est aussi près. Oui, en Europe et chez les Américains, c'est 5 km. Alors quand on vous dit que parfois ça peut aller de travers, c'est pas juste une expression. Alors celui-là, on l'a pas vu. Un proton aussi. Au départ, tout semble tout à fait normal, et puis après... Ouais, là, ça commence à aller de travers. À droite, à gauche, où c'est dit que je vais. Il avait décidé de faire la lambada, ou... Oh, bah j'ai pas envie. Ouais, je reviens. Ça me plaît pas. J'ai oublié quelque chose. Vous allez voir la coiffe qui va se désagréger à cause des contraintes aérodynamiques, bientôt. Ah, tac, c'est fini, le satellite est foutu. Ça s'est planté à moins de 2 km du pas de tir. Je vous rappelle que ma femme, elle était à moins de 2 km du pas de tir. Bon, heureusement, c'était pas là où il y a les journalistes. Bon, pour Poutine, ça aurait pas été une bien grande perte, hein, mais de perdre des journalistes, c'est pas grave, mais bon. Mais voilà, ce qui peut arriver. Et c'est pour ça aussi que le cosmodrome est aussi grand. Les Américains, sur leur base de lancement, ils tirent vers la mer. Les Russes, vous avez vu où ils sont, au Kazakhstan, ils ne peuvent pas tirer vers la mer. Donc, on survole des zones. Donc, ils ont choisi, c'est pour ça qu'ils sont mis au milieu de nulle part. Comme ça, si ça tombe, en théorie, on ne se chope pas un village. En Guyane, c'est pareil, on part vers la mer. Ne serait-ce que déjà pour les morceaux qui retombent, ça retombe en mer, c'est moins dangereux. Il n'y a que les Russes, finalement, et les Chinois aussi, où les Chinois, régulièrement, il y a des morceaux qui tombent au milieu des villas même, des maisons. C'est pour ça qu'en Chine, le nouveau site de lancement de Chine, à Hainan, c'est une île, et là, ils tirent à nouveau vers la mer. Alors, on va revenir à Baïkonour. Voilà la centrale, je dirais, le chauffage central de Baïkonour. C'est au charbon. Pour l'instant, le solaire. Pollution particules fines. Oui, ça y va. Ils ne se sentent pas trop concernés, pas encore. Donc les gens qui habitent à Baïkonour vont travailler au cosmodrome. Il y a le métro local. Bon, là, on plaisante, c'est le vieux. Hein. C'est le vieux, mais c'est celui qui a amené quand même les gens autrefois jusqu'à Baïkonour, qui tiraient l'intégralité des wagons jusque là-bas. Ils l'ont gardé en souvenir parce qu'ils se sont un tout petit peu modernisés. Donc ils se sont dit, allez, un petit vestige du passé. Mais Baïkonour a quand même, malgré tout, une vie. On est dans le froid, le désert, et pourtant on a l'impression, nous on vient du sud, on a l'impression, enfin du sud-est, puisque là on est dans le sud-ouest, on a l'impression d'être sur les marchés de Provence, quasiment. Ah oui, une pléthore de fruits, légumes, parce que quand vous avez un cosmodrome, vous avez des employés. Alors c'est vrai que les employés du cosmodrome sont en majorité des Russes, surtout au poste d'encadrement, mais il y a une ville à côté, puisque un cosmodrome comme celui de Baïkonour, ce sont des milliers d'emplois induits. Donc il faut une ville à côté. Et alors ça, c'est une halle. Je ne sais pas si vous voyez, cette photo a été prise quand même au mois de novembre 2016. Ce n'est pas une photo qu'on a prise dans un livre d'histoire. On a l'impression, enfin moi quand j'étais en train de faire mes études il y a une trentaine d'années, je voyais déjà des photos comme ça. Je suis allée en Union soviétique en 1983, c'était comme ça, c'est très vieillot, ça n'a pas bougé. Alors, il commence à s'ouvrir au tourisme, les gens qui veulent venir voir des lancements. C'est très cher, malheureusement. Et donc, vous rentrez dans certaines petites boutiques, il n'y en a pas beaucoup, là, il n'y en avait qu'une dans ce marché. Vous avez des calendriers avec un Soyouz, vous avez des fusées ici, là. Vous pouvez acheter, quand on y est allé, on pouvait acheter le Thomas Pesquet sur un magnet.
ce genre de choses. Alors, ils Des ont matrioshkas aussi. Des matrioshkas, oui. Avec les têtes d'astronautes dessus. C'est très marrant, ils commencent à faire. Les gens sont très gentils. Ça, c'est une Kazakh. Et voilà le genre de souvenirs que vous pouvez acheter. Des assiettes attriquées. Et je ne sais pas si vous voyez bien, là, vous allez voir, on va agrandir. Tu le lances. Celle-là, c'est ma préférée. J'aurais dû l'acheter. Mais ma femme m'a dit, mais non, c'est moche. Mais non, c'est extraordinaire. Alors regardez le photomontage de fou. Ça, c'est le chien de Poutine. Ça, c'est Poutine. Spoutnik, le drapeau russe. Et cette combinaison-là, c'est la combinaison des navettes spatiales américaines. Il y a juste marqué NASA, là. Voilà. C'est extraordinaire. Bon, ils ont quand même écrit Vladimir Poutine, là. Mais, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, il y avait d'autres assiettes. Vous avez Poutine sur un ours, Poutine en train de chasser, Poutine au judo et tout. Mais bon, moi, c'est ma préférée, celle-là. Et ça, c'est du street art à Baïkonour. Officiel, bien entendu. Parce que si vous taguez un mur en Union soviétique, vous allez en Sibérie. Et à mon avis, ça continue encore à Baïkonour. Vous voyez, cosmonaute, antenne. Voilà. Là aussi, on voit Leninsk. C'est la ville d'origine de Baïkonour. Et tout est fait. Voilà, vous avez de partout une ode au spatial. Bien sûr, l'homme qui reste un héros pour tous, aussi bien pour les passionnés d'astronautique comme nous, mais surtout pour le peuple anciennement soviétique et russe aujourd'hui, c'est Yuri Gagarin. Vous avez des statues dans tous les jardins, vous avez des portraits, mais vous avez aussi d'autres personnes. Sergueï Korolev, le génial ingénieur qui a ouvert la porte des étoiles à l'Union soviétique. C'est lui qui a conçu des petites choses sans importance, comme la fusée Soyouz, Spoutnik, la capsule qui a fait le voyage de Gagarine, etc. Il est mort trop tôt, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les soviétiques n'ont pas gagné la course à la Lune contre les Américains, parce qu'ils ont essayé de la gagner. Ils ont construit un lanceur, le N1, qui était aussi puissant que le Saturne V américain. Et il est également vénéré, et vous allez le voir à 2-3 endroits, il est souvent avec Gagarine et Konstantin Tsiolkovsky, qui était un théoricien du spatial avant la véritable ère spatiale. C'est-à-dire il a tout fait à la fin du XXe siècle, 19e, pardon. Il a tout fait uniquement par les calculs mathématiques. C'est un prof de mathématiques et il a écrit des livres et il a établi la théorie du vol spatial. Et notamment le lanceur multi-étage, c'est une idée de Konstantin Tsiolkovsky qu'il a trouvé sur le papier. C'est-à-dire ce type-là n'a jamais fait un seul lanceur de sa vie. Il n'avait pas les moyens techniques. Mais il a réfléchi au concept de lanceur. Et donc on leur rend hommage. Korolev est mort en 1966. S'il était resté à peine une soixantaine d'années, s'il était resté en vie plus longtemps, il est possible que la course à la Lune ait eu un visage très légèrement différent, puisque je vous rappelle que 69, c'est l'arrivée des Américains sur la Lune, ils se sont battus pour y arriver en 69. Il est possible que si Korolev avait été en vie et avait eu le temps de réunir tous les différents programmes de travail sur le voyage vers la Lune soviétique, ça se serait peut-être battu encore plus fermement et il n'est pas certain à 100% que les Américains auraient été les premiers. Les Russes, n'oubliez pas, les Soviétiques ont fait toutes les premières. Donc les Américains, ils en avaient un petit peu ras-le-bol. Ils se sont dit, bon, on passe pour des imbéciles, il faut faire quelque chose. Et Kennedy a lancé le programme lunaire et ils ont enfin emporté cette course à la Lune. Mais il n'est pas dit qu'avec Korolev en vie, ça aurait été la même chose. Alors, c'était un type qui avait un caractère exécrable. J'ai une anecdote à vous raconter qui a été relayée dans ton magazine d'ailleurs. C'était un employé de Korolev, c'est Ivanovski je crois. Il a participé à la capsule de Gagarine, il a participé à Spoutnik, un grand ingénieur. Hein. Et un matin il arrive, il voit ce gars-là, il fait une bêtise, il lui dit « Vous êtes un abruti, vous êtes viré, faites vos valises. » Bon, ok, d'accord. Korolev repasse 1 heure plus tard, il croise le gars avec les valises, il lui dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Il dit bah, « Tu m'as viré, je m'en vais. Espèce de con, reprends ton travail. » Voilà, ça c'était Korolev. Un caractère exécrable, mais un génie. Ça va souvent ensemble d'ailleurs. Alors, ouais, vas-y. La conquête spatiale ne s'est jamais passée sans bobo. Et en l'occurrence,
il y a une date qui est un petit peu maudite là-bas, et où si un jour vous voyez une date de lancement correspondant à celle-ci, vous vous direz que c'est du faux. Ça ne peut pas être vrai, parce qu'ils ont eu 2 accidents majeurs en Union soviétique. Oui, c'était le 24 octobre, donc le premier, et vous avez 2 monuments aux morts de ces catastrophes. Donc le 24 octobre 1960, on testait un missile et le 2e étage du missile s'est allumé alors que le missile était encore sur le pas de tir. Donc ça a fait exploser le premier étage et il y a quand même eu 74 morts immédiatement et 92 après. Et si vous regardez les dates des tombes ici, elles sont toutes bien sûr au 24 octobre 1960. Et manque de bol, c'était 3 ans plus tard, le 24 octobre 1963, 8 morts dans l'accident d'un silo, un autre missile. Donc on ne tire jamais un 24 octobre chez les Russes. Si un jour vous voyez une date de lancement au 24 octobre, dites-vous que c'est un problème de décalage horaire. C'est certainement pas le 24 octobre au Kazakhstan. Parce que comme vous allez le voir après, les superstitions sont très présentes chez les Russes. Alors on va faire une petite visite de Baïkonour, voilà. Alors on vous disait que tout était consacré au spatial. Là on est dans un jardin public, il fallait mettre une statue, il fallait mettre un petit quelque chose. Si nous, on a des œuvres, des sculptures d'artistes, des peintures, et ben eux, ils ont des missiles. Voilà, 3 fois rien le SS-17, c'est-à-dire que ça, c'est bombe atomique, boum sur Washington. Ça, c'est plus pacifique. Un petit lanceur. Bon, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de place que une simple petite sculpture posée comme ça, très colorée. Et bien sûr, Yuri Gagarin. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va visiter le musée de la ville de Baïkonour, exactement le musée de l'histoire du cosmodrome de Baïkonour. Et on voit le début, c'était des militaires, regarde, les conditions étaient pas terribles, et là encore ils avaient construit. Et en 1955, ils ont donc bâti le premier pas de tir de Baïkonour. Et à l'époque, l'idée c'était des missiles, essentiellement des missiles, ils vivaient dans des petits baraquements, c'était tester des missiles. Mais Korolev avait une autre idée derrière la tête, lui il voulait envoyer un satellite autour de la Terre. Mais ça n'intéressait pas les militaires. Alors vous voyez que les Russes soviétiques ont fait énormément de lanceurs différents, y compris, vous avez aperçu, une navette spatiale, Buran, qui était un clone littéralement de la navette spatiale américaine, mais qui n'a jamais fonctionné totalement. Signature Thomas Pesquet. Les équipages doublures passent obligatoirement par ce musée. Il y a des tas de petites traditions et il faut les respecter, sinon mauvais œil. Carrément, c'est ce qu'on nous a dit là-bas, mauvais œil. Donc les équipages doublures passent, et là Thomas Pesquet n'était plus doublure. Et dans cette salle consacrée au vol habité, bon là il y a des trésors absolument incroyables, des morceaux de fusée et tout. Vous allez voir ici sur regardez bien cette fresque, Konstantin Tsiolkovsky, le théoricien dont je vous parlais tout à l'heure, Sergueï Korolev et Yuri Gagarin. Ça, c'est la sainte trinité de la cosmonautique. Ils sont un petit peu partout. Voilà Buran, avec derrière, c'est une maquette de Buran, mais avec derrière l'authentique parachute. Cette navette a fait juste un test de vol plané, et ensuite, elle n'a pas fonctionné pour des problèmes de finances et aussi de poids, parce qu'il y a une grosse partie qui était construite en titane. Donc c'était très lourd et très cher. Et elle a fait un vol orbital, mais en automatique. Jamais personne à bord. Ça, c'est comme ça qu'on s'assoit. Ça, c'est la salle consacrée à la Station spatiale internationale, avec un petit film en russe. Vous avez vu le décor des murs, des plafonds? On a l'impression d'être dans les années 70. Les plus jeunes ne peuvent pas s'en souvenir. Mais vraiment, on s'est dit, tiens, on est passé dans les 70s, là, on cherchait les pattes def et autres. On n'en était pas très loin, finalement. Et c'est la partie la plus moderne du musée. Et ça, c'est le Soyouz sur son pas de tir qu'on va voir tout à l'heure. Et bien sûr, on rend hommage à la culture kazakh, parce qu'il y a toujours eu ce problème de l'enclave russe au Kazakhstan. Et donc on voit une yourte. Et on a été étonné d'apprendre, comme vous l'avez peut-être vu dans le sous-titrage, qu'une yourte peut être montée et démontée en 1 heure, 1 heure et demie seulement. Parce que les Kazakhs, c'est un peuple essentiellement nomade. La yourte, c'est pas la tente quechua, vous savez, papillon qu'on lance et pouf, elle s'ouvre comme ça. Non, c'est des bouts de bois, des toiles, des tapis. C'est extrêmement complexe à monter, mais en 1 heure et demie, ça va le faire. Moi, perso,
Non, moi j'y arrive pas non plus. De toute façon, moi je me mélange les pinceaux. Moi, une tente à monter quechua, c'est comme un meuble Ikea. Je ne sais pas si vous avez essayé de monter un meuble Ikea en suivant les instructions. Je n'y arrive pas. Je les monte à l'envers, ça m'est arrivé une fois. Donc ça, c'est les fusées, ça c'est le palmarès, on va dire, de Baïkonour. C'est tous les lanceurs et la fameuse navette Buran, et ça c'est l'AN1. Ça fait 110 mètres de haut. Et c'était la fusée lunaire soviétique. La même taille que la Saturne V d'ailleurs, qui a permis aux Américains de partir sur la Lune. Ça devait partir de Baïkonour. 4 vols, 4 échecs. Personne à bord, fort heureusement. C'était des vols en automatique de test. Ils avaient, là, il y avait plusieurs dizaines de moteurs pour le premier étage et c'était extrêmement complexe à l'époque. Et en fait, c'était le talon d'Achille de ce lanceur qui était extraordinaire. Sinon, c'est dès qu'un moteur avait un problème, ça contaminait en quelque sorte tous les autres moteurs, et tout explosait. Et tenez-vous bien, si cette fusée a autant de petits moteurs, c'est à cause d'une dispute entre Korolev et Tchelomé. Tchelomé, c'était l'ingénieur des moteurs de fusée à l'époque. Et ils ne pouvaient pas se voir en peinture. Il faut dire que l'un avait dénoncé l'autre, c'est-à-dire c'est Tchelomé qui avait dénoncé Korolev au moment des purges staliniennes. Donc il n'y avait pas une grande amitié entre les deux gars. Hein. Et quand Korolev a dit « Pour mon lanceur, je veux que tu me développes un moteur surpuissant, un peu comme le F1 américain pour la Saturn V, puisque la Saturn V, il n'y avait que 5 moteurs là. Je veux que tu me fasses ça. » En gros, Tchelomé lui a dit « Va te faire voir sur orbite. » Et étant donné que chacun avait des soutiens politiques, on ne leur a jamais dit « Vous arrêtez de faire les abrutis, vous travaillez ensemble. » Donc chacun a fait son programme de son côté. Et le lanceur là, Korolev a dû se tourner vers un motoriste d'avion en lui disant « Fabrique-moi un moteur pour ma fusée ». Évidemment, il n'a pas pu faire un moteur très puissant, donc ils en ont mis une ribambelle. Et ça a été un des gros problèmes techniques de ce lanceur. En plus, Korolev est mort en 1966 et ils ont jeté l'éponge, je crois, au tout début des années 70, au 4e échec. Ils ont dit « Stop, on laisse tomber la Lune, c'est trop tard, les Américains l'ont remporté, on se tourne vers les stations spatiales ». Et Buran devait servir à construire les stations spatiales, mais ça a été très cher, très long, très coûteux, donc ils les ont lancés avec le Proton, qui est ici. Mais nous, on va s'occuper essentiellement de ça. Voilà, et les hommes avec le Soyouz. Ça, c'est la première version, et ça, c'est la version actuelle. Alors le Soyouz, petit piège, le lanceur s'appelle Soyouz et le vaisseau spatial s'appelle également Soyouz. En fait, le lanceur porte le nom du vaisseau spatial habité qu'il transporte. Et le Soyouz, c'est un palmarès incroyable, c'est plus de 1800 vols. Plus de 1800. Ceci dit, quand Gagarine est monté en haut de ce truc-là, à l'époque, il y avait un vol sur 3 à un vol sur 5 qui se terminait en miettes. Donc il était quand même courageux. L'assemblage se fait à l'horizontale, à la différence de l'Europe. Nous, on fait un assemblage à la verticale. Là, on fait l'assemblage à l'horizontale dans un hangar. Et on a assisté à la sortie du lanceur qui, par tradition, sort toujours à la même heure pour un lancement habité. Parce qu'on parlait de superstition, il y en a. Le premier lanceur est parti à 7 h du matin, il est sorti à 7 h du matin. Là, ils font la même chose depuis 60 ans. On fait sortir le lanceur de son hangar à 7 h du matin. C'était une histoire parce que Korolev voulait que ça démarre à cette heure-ci, n'est-ce pas? Encore lui. Encore lui. C'est-à-dire qu'il avait travaillé très tard, il voulait aller se coucher, et puis il a dit, bon écoutez, laissez-moi dormir 2 heures, et puis ensuite on fait la sortie. Il est quelle heure? Il est 5 heures, bon à 7 h du matin, on fait la sortie du lanceur. Donc depuis cette date-là, on a toujours fait cette sortie à 7 h du matin. On avait une très belle pleine lune à ce moment-là. Et alors ce qui est amusant, c'est que c'est un peu une cérémonie, surtout quand c'est un lancement habité. Donc il y a des gens qui sont là, ceux qui ont préparé le lanceur, il y a la famille des astronautes et il y a des touristes qui payent, ou des journalistes, et on fait la sortie du lanceur. Donc il est amené avec un chemin de fer vers son pas de tir, il y a quelques kilomètres à parcourir. On est vraiment à côté, hein. C'est une chance inouïe, c'est que vous voyez la distance que l'on a, il y a quand même des barrières pour éviter qu'on se mette sous les rails, des fois que. On va prendre des photos d'un peu trop près, mais c'est tout. On est vraiment contre les rails pour voir passer le lanceur. Ensuite, on nous déplace
un petit peu avec un bus et on va nous mettre à un autre endroit où on va avoir une meilleure vue avec l'arrivée du lanceur que l'on voit au bout. Et ça, ce ne sont pas de tir. Alors avant, on pouvait mettre des pièces de monnaie sur les rails. Paolo Nespoli, qui est actuellement dans l'espace maintenant. Il vient juste d'arriver dans la station. On pouvait mettre des pièces de monnaie, le train passait, écrasait les pièces de monnaie, on récupérait les pièces de monnaie et c'était un facteur de chance. Lui, c'est Frank de Wind, voilà, qui est là en support aux familles. C'est-à-dire il explique aux familles ce qui est en train de se passer. Parce qu'imaginez le stress pour les familles. Donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour leur expliquer ce qui se passe. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire. Vous voyez, il y a des cordons de sécurité. Il y a des officiers ici avec des officiers de sécurité, certains avec des mitraillettes. Les mesures de sécurité, étant donné les récents événements géopolitiques, ont fait que c'est un petit peu moins cool qu'avant. Et donc on transporte ce magnifique lanceur. Mais c'est très très impressionnant parce que vous avez le lanceur contre vous quasiment. Ce qu'on ne voit... Enfin, c'est très difficile de voir une sortie d'une Ariane 5. J'ai eu la chance de faire ça au printemps. C'est une belle bête aussi, mais qui sort à la verticale. Donc c'est différent. En revanche, Ariane 6 sortira à l'horizontale aussi. Et après, on arrive sur le pas de tir, et là, on assiste à l'érection du lanceur, c'est le terme. Donc, il prépare. Il y a tout un balai. On ne va pas parler de routine parce que ça n'existe pas dans le spatial, mais on sent que vraiment, il maîtrise parfaitement la chose. Et il y a des petites mesures de sécurité rigolotes, parce que nous, il y a un de nos collègues qui a fumé sur le pas de tir, ce qui est totalement interdit, en tout cas si vous n'êtes pas russe. Et la petite anecdote, c'est que quand on est rentré dans le bus, on s'est fait sermonner à l'ancienne, façon stalinienne. Il y avait nos deux guides qui étaient là. Si ça se reproduit, vous serez tous punis. Vous n'aurez pas le droit d'assister au lancement. Donc on a essayé un petit peu de dire, ben non, c'est pas vrai, personne n'a fumé et tout, sauf que ils prennent des photos. Et ils avaient pris une photo de notre cher collègue qui a fait fumer. Alors la chance, c'est qu'on était en plein hiver avec des grosses doudounes, comme vous avez pu le voir, des bonnets. Et donc, pour reconnaître les visages, comme c'était pas parfait, ils ont fait ça avec le téléphone, on n'arrivait pas à bien voir le visage. Il avait un bonnet blanc. Autant vous dire que quand on est redescendu la deuxième fois du bus, on lui a arraché son bonnet blanc, on lui dit « tu vas te cailler la tête, mais ton bonnet, c'est terminé ». Comme personne d'autre n'en avait, on ne voulait pas qu'il nous fasse coincer et nous fasse rater l'accès au lanceur. Ah, ils ont quand même gardé des petits réflexes, hein, voyez-vous. Parce que en gros, c'était mais non, personne n'a fumé, et puis la photo, ah oui, et lui. Ah merde. Bon. Alors, ce pas de tir, c'est le pas de tir historique de Gagarine, mais c'est aussi le pas de tir de Spoutnik. Et d'ailleurs, juste à côté, si vous marchez sur le côté, vous trouvez cette stèle avec une maquette taille réelle de Spoutnik. Donc un lancement de vol habité se déroule à peu près sur une semaine. Là, en l'occurrence, à Baïkonour, on a commencé le lundi avec la sortie du lanceur qui a été acheminé sur le pas de tir. Mais après, tout au long de la semaine, il y a eu différentes choses qui se sont déroulées. Pour nous, c'était une chance parce qu'on a pu se balader et finir de découvrir Baïkonour, dont un deuxième musée qui est, lui, sur le cosmodrome. Parce que vous avez la ville et le cosmodrome. Je vous rappelle que le cosmodrome est une enclave russe chez les Kazakhs. Donc chacun a son petit musée. Et là, vous avez le vaisseau Soyouz. C'est là-dedans que Thomas Pesquet est parti. Il fait une version un petit peu plus moderne. C'est là-dedans qu'il y a les 3 passagers assis, avec le dos ici. Ça, c'est la partie qui revient. Ça, c'est la partie module de service, panneau solaire, propulsion. Et ça, c'est le module orbital. Et on s'accroche à la station par lui. Alors ça, c'est très très important parce que là-dedans, il y a les WC. Et bon, ceci dit, ils restent assis plusieurs heures là-dedans. Comment ils font ? Ils ont des couches, tout simplement. Alors, Thomas Pesquet, lui, il est allé en 48 heures vers la Station Spatiale Internationale, mais normalement, le voyage se fait en 6 heures. Ça dépend de pas mal de paramètres, mais là, il a fait 2 jours. Donc, le musée Baïkonour, regardez, Korolev, Gagarine, et là, je vous garantis, il faut me croire sur parole, c'est Tsiolkovsky. On retrouve la sainte trinité de la cosmonautique soviétique. Alors, c'est un musée qui, bien sûr, rend hommage à Gagarine, il est ici. Et à l'intérieur, vous avez des trésors, et à l'extérieur aussi. Là, vous avez Buran, ce n'est pas celle qui a volé, malheureusement, celle qui a volé a été détruite. Celle-là, elle a servi à faire des tests. L'intérieur a été transformé en musée, et on peut même s'asseoir aux commandes de la navette spatiale soviétique,
Alors imaginez, quand vous êtes un tout petit peu passionné, vous dites, ouais, quand je suis petite, je voulais être astronaute. Bon, je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Mais là, je me dis, oh oui, je me mets aux commandes de la navette Buran. C'est presque comme si j'y partais. En un détail près, c'est que vu ma taille, de toute façon, je n'arrivais même pas à toucher les pédales. La preuve. Il y a de la distance. Hein. Bon, je ne sais pas, les Russes, ils doivent faire 2 mètres. Hein. Bon, elle avait un bon copilote, hein, pour la petite histoire, c'est le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Mais il y a des tas de trésors comme ça, alors esthétique soviétique, mais là-dedans, dans ces vitrines, vous avez des médailles, des livres, des photos qui feraient le bonheur de tous les historiens. Voilà le matériel de l'époque de Gagarine, les consoles de mise à feu, de lancement, une autre. Quand on dit qu'en Russie, on faisait décoller les lanceurs, y compris habités, avec un tour de clé, ce n'est pas une image, ce n'est pas un mythe, c'est vrai. On met une clé quelque part sur ce truc-là, on tourne et ça décolle. Aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est très informatisé, très automatisé, mais je peux vous dire que quand je suis allée en Union soviétique dans les années 80, j'ai été très, très étonnée à l'époque de voir que dans les magasins, vous aviez de belles caisses enregistreuses, toutes dorées à l'ancienne, magnifiques, mais ils ne s'en servaient absolument pas. Ils se servaient des bouliers. Et j'avais appris que pour tous les calculs, ils se servaient des bouliers, et même quand il fallait faire un lancement, on se servait encore au début des ordinateurs, parce qu'ils n'avaient pas confiance du tout, de règles à calcul, de bouliers, et d'une petite clé qu'on tourne, d'un petit bouton qu'on tourne. Et ça fonctionnait, et aujourd'hui ça fonctionne encore. Mais on l'a un peu informatisé. Voilà la position dans le Soyouz. Alors pourquoi on s'assoit comme ça? Pour 2 raisons. Le Soyouz est petit, donc on ne peut pas se mettre complètement allongé. Première raison. Et la deuxième, c'est que les médecins soviétiques avaient déterminé que c'était dans cette position-là qu'on supportait le mieux les jets, l'accélération, puisque quand le lanceur va décoller, le cosmonaute, astronaute, là, il va prendre 3 à 4 fois son poids. Donc il faut qu'il soit bien plaqué au niveau de la colonne vertébrale, les genoux comme ça, et c'est ainsi qu'on supporte le mieux. La pire position, c'est celle qu'on a actuellement, c'est debout, parce que tout le sang qui est dans la tête va descendre. Donc on peut faire des malaises, voire même une crise cardiaque, etc. Et le siège, là, cette partie-là du siège, qu'on ne voit pas très bien, est moulée en fonction du cosmonaute. C'est pour chaque personne. Ce musée n'est pas simplement un musée d'histoire du cosmodrome, avec tous ces souvenirs, c'est aussi, ça fait partie des superstitions des départs, des vols habités. Tous les astronautes qui vont quitter la Terre pour l'espace vont passer par ici. Par ce bureau. Par ce bureau. Remarquez un petit retour, parce que ça, du temps soviétique, ça n'y était pas, hein, bien sûr. Et on aperçoit là tout un tas de signatures. Donc il y a le drapeau du vol Soyouz concerné, et là vous avez les signatures de tous ceux qui sont partis vers la Station spatiale internationale. Je pense que de temps en temps ils changent la photo parce qu'il ne doit plus y avoir de place. Et bien sûr on a vu la signature de Thomas Pesquet. Il n'y a pas tant que ça d'astronautes qui sont partis vers l'ISS. Hein. Oui, enfin quand même. Un jour, il y a encore un peu de place. Photo. Et puis il y en a qui sont partis 1, 2, 3 fois. Il n'y a personne qui veut signer sous le drapeau, vous avez vu? Ils veulent tous qu'on voit la photo. Voilà, Pesquet. Alors moi je ne comprends pas, il ne sait plus écrire, il a écrit Meke. Un peu de cyrillique. De toute façon, ils doivent tous parler plusieurs langues, dont obligatoire l'anglais et le russe. C'est ce qu'a fait Thomas. Donc vous saurez que Thomas Pesquet en russe, ça se dit mec. Et il met la date de signature. Donc ça c'est pareil, s'ils ne font pas ça, c'est mauvais œil. Il rend hommage à Gagarine. Alors, ce n'est pas le vrai, hein. Ce n'est pas le vrai siège de Gagarine, il est à Moscou, en fait. Et ils passent tous par là, et bien sûr, ils vont rendre visite à la dernière demeure de Gagarine en tant que terrien normal. C'est là-dedans qu'il a dormi la veille de son vol historique. Il y avait 4 petites maisons identiques qui étaient juste côte à côte. Il y avait celle de l'astronaute qui devait partir, celle pour sa doublure, celle de Korolev et celle du responsable de la base de lancement. 2 ont été détruites, mais les 2 qui sont restées, c'était celle qui devait recevoir systématiquement l'astronaute et celle de Korolev. Et ils passent par là. Tous les astronautes, voilà. On continue dans les séries de superstitions. À Baïkonour, on passe par la maison de Gagarine. Et quand on rentre, ça a été fixé. Fixé dans le temps. Vous voyez,
Alors pour les plus anciens, vous reconnaissez un petit peu le style de poste de radio qu'on a pu avoir. Bon, pour les récents, étant donné qu'ils sont avec les smartphones et autres pour écouter la radio, éventuellement quand ils écoutent, ça n'a plus rien à voir. C'est l'iPod de l'époque, ça, pour les plus jeunes. Voilà, et là c'est le lit de Gagarine. Alors évidemment, pas touche, hein, attention. On entretient, mais surtout on ne change rien. Alors une tradition que n'a probablement pas connue Gagarine, mais qui s'est imposée à la chute du mur, c'est la bénédiction du lanceur et des équipes. Je vous rappelle qu'il fait froid. Mais parce que je vous ai dit qu'on espérait désert, pas trop froid et tout. Bon, ça n'a pas été le cas. En fait, là, quand on a assisté à la sortie du lanceur, du Soyouz, on était aux alentours des -8, -10. Là, quand on est venu assister à la bénédiction du lanceur, on était aux alentours des -15, -16, avec un petit vent charmant qui nous rafraîchissait. Donc le Pop Serguy, est venu bénir le lanceur en premier. Ensuite, il bénit les équipes responsables du lancement et du pas de tir. Et c'est pas pour de faux. Et puis bon, on se dit c'est cool. Sauf qu'après, il faut que les journalistes transportent la bonne parole de façon juste. Eh ben, on nous bénit. Allez, vas-y, Slouf. Le gars à côté, c'est un héros. Hein. Il se prend la flotte qu'il n'en peut pas. Et alors, je peux vous dire qu'il a été généreux. Hein. Là, on a été bénis. Hein. Lui, de toute façon, il est trempé, il a la grippe ce soir. Alors, on a cru, parce qu'on avait tous des taches, après on a dit mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur flotte? C'est quoi ces taches blanches? Et en fait, c'est pas que l'eau était colorée, c'est tout simplement que l'eau, il faisait tellement froid, l'eau bénite, au fur et à mesure qu'elle nous tombait dessus, elle gelait instantanément. Donc vous imaginez comme vous êtes content, quand par -16, -15, -16, vous prenez de l'eau, bien qu'elle soit bénite, bon, bah, modérément, et on en avait de partout, hein, parce qu'il a été très généreux. Alors, ce qui fait plaisir, c'est que Thomas Pesquet n'est pas passé à côté de ça. Bon, il ne doit plus assister. Par tradition, quand le lanceur sort, ils ne doivent plus voir leur lanceur. Ils peuvent voir des photos, mais ils ne doivent plus être là. Néanmoins, avant de partir, on va faire un petit saut dans le temps en avant. Il n'y a pas échappé. C'est une photo NASA, hein, on n'était pas là. Vous avez vu le petit bidule, là, hein, la petite queue de cheval, elle est moins grosse que la nôtre. Hein. Nous, on en a pris beaucoup plus. Hein. Il a été moins généreux avec lui. Enfin bon, on sent, il ferme les yeux. Aïe, 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 ça va arroser là. Alors on va aller, justement, cette photo a été prise à l'hôtel des cosmonautes. L'hôtel des cosmonautes est à Baïkonour ville. Et il y a la conférence de presse qui fait partie des rituels avant le lancement. On retrouve notre ami Gagarine sur les murs. Buran, Soyouz. Ça c'est un Lunarod, c'est les rovers lunaires soviétiques. Et on va assister à la conférence de presse. Mais avant, on va voir un endroit absolument incroyable. On est à l'hôtel des cosmonautes, ça s'appelle comme ça. Tous ces arbres-là ont une chose en commun. C'est une tradition, encore une. Vous voyez qu'on vous en a sorti quand même un certain nombre et on en oublie certaines auxquelles on n'a pas eu le droit d'assister. Mais par tradition, depuis Youri Gagarin, donc depuis presque 60 ans, on s'en approche lentement, mais sûrement, on est à 55 ans, on plante un arbre. Chaque astronaute qui quitte Baïkonour pour partir vers l'espace va planter un arbre. Et donc c'est l'allée, ce qu'on appelle l'allée des cosmonautes. Et ils sont tous passés par là. Donc forcément, le plus grand, c'est celui de Youri Gagarin, c'est le tout premier. Et il est très grand, hein. Pourtant ma femme n'est pas très grande, hein. Je vais me faire taper. Mais c'est le plus grand. Et alors celui-là, il est entretenu, voilà. Et vous voyez le climat kazakh, hop, il peut faire très froid d'un coup. Non, en fait, il y a quelques mois qu'il s'est parlé de photos. Hein, mais quand on est arrivé, nous, il neigeait pas, et quelques jours après, il s'est mis à neiger. Et logiquement, l'arbre de Thomas Pesquet, il est... C'est la petite brindille. Là, vous le voyez? Là. C'est ça. Alors, ses collègues Peggy Whitson et Oleg Novitsky n'ont pas planté d'arbres ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'eux étaient déjà partis. Donc, il y a déjà leur arbre dans l'allée, un petit peu plus grand. Donc voilà, Thomas, il est ici. Et on va assister à sa conférence de presse. Et vous allez voir qu'à un moment, on va lui demander ce qu'il ressent. Et vous allez voir l'émotion dans sa voix.
parce que il sait que ça y est, maintenant c'est quasiment fait. Ça fait 7 ans qu'il s'entraîne pour cette mission. Il a été sélectionné en 2009. Après, il a appris que c'était bon. Il a fait les cours. Il est devenu astronaute. Et là, maintenant, c'est quasiment le début de l'aboutissement de son parcours. La salle n'a pas changé. C'est toujours pareil. On entasse en fait tout le monde. C'est pour ça qu'ils limitent l'accès aussi. D'abord aux journalistes, à la famille, et ensuite à d'éventuels touristes, parce que la salle reste très petite. Et pourquoi ce bocal ? Tout simplement parce que les astronautes vont partir vers l'espace. On les a mis en quarantaine une bonne quinzaine de jours avant. Ils n'ont plus le droit de voir personne, à part des personnes contrôlées. Et ils voient les gens à travers des vitres. Alors c'est un joyeux capharnaüm, cette conférence de presse. Ça fait 7 ans que je m'entraîne. Maintenant qu'on n'a jamais été aussi près de la fusée, bizarrement, tout est étrangement normal jusqu'à ces derniers jours. On était très calme, on finissait notre préparation tranquillement. Et puis, on a vu notre fusée qui est prête, qui nous attend. Donc, il n'y a vraiment plus grand-chose maintenant qui pourrait se mettre sur notre route, sur la route qui nous sépare de ce rêve de l'espace. Mais pourtant, non, je n'ai pas encore réalisé. Je pense qu'il va falloir vraiment attendre de s'asseoir dans la fusée et puis de sentir les vibrations du décollage, l'accélération, puis de voir la Terre s'éloigner dans le hublot. Et là, à mon avis, il y aura un petit moment de réalisation. Puis après, il va falloir se reconcentrer un peu sur la conduite du vol. Mais non, jusqu'à demain soir, je pense que je vais encore vivre ma petite vie normale et ensuite, ça va changer. Vu la petite hésitation, photo traditionnelle. Donc c'était le bleu dans le vol. Les 2 autres avaient déjà volé. Thomas Pesquet est un pilote d'Air France. Donc il avait pas mal d'amis qui étaient venus, dont tous ses amis d'Air France. Et là, c'est un petit clin d'œil qu'on leur a fait parce qu'ils étaient contents d'assister au départ du copain vers l'espace. C'était quand même une sacrée révolution pour eux. Ce monsieur-là, c'est Cyril Fournier, pilote d'Air France, qui a participé à Mars 500, qui était une simulation de voyage vers Mars qui s'est déroulée dans des modules isolés en banlieue de Moscou. Alors, il n'a pas fait la simulation de 520 jours, il a fait celle de 100 jours et quelques. Et donc, il était là. Donc, ils sont quand même, chez Air France, ils sont quand même bien accrochés au virus spatial. Donc, dans les traditions, avant de partir, il faut aller s'habiller. Et d'abord, on sort de l'hôtel des cosmonautes sans la combinaison. Alors, il passe de la musique, c'est amusant. Avant, on avait du pop-rock, du ABBA, etc. On aurait pu s'attendre à des chants traditionnels, pas du tout. Allez, Thomas. Quelques supporters français. C'est une joyeuse pagaille. Il y en a dans tous les sens. Il y a des médias. Là, on est tous mélangés. C'est-à-dire que vous avez à la fois les médias des 3 nationalités des astronautes et cosmonautes, mais aussi les familles, les amis, éventuellement des ingénieurs qui veulent assister au départ et des touristes. Donc il y a une pagaille assez généralisée, mais ça permet de voir partir déjà les astronautes vers leur habillage. Et là on est à Baïkonour, le cosmodrome, ils ont été habillés et ils vont se présenter sur les 3 carrés que vous avez vus et dire très officiellement devant les responsables, nous sommes prêts. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant là, ils peuvent refuser. Nous sommes à quelques heures du décollage. Il fait de plus en plus froid et là, si vous trouvez qu'ils ne ressemblent même pas à des petits bibendums Michelin, c'est le cas. Parce qu'ils ont une surcombinaison, ils ont une espèce de combinaison, une grosse doudoune pour les tenir au chaud. Parce qu'on s'approchait lentement mais sûrement des -20 quand même. Donc là, ils sont présentés devant la commission, ils ont dit officiellement, on est prêt à partir. Petite photo rapide de Thomas dans le bus. Alors en revanche, on n'a pas été au pied du lanceur, mais un de nos collègues journalistes a pu filmer. C'est Bertrand Lachat. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire c'est un caméraman qui va filmer pour les autres pour qu'il n'y ait pas trop de caméras au pied de la fusée. Donc l'ESA m'a demandé de faire le pool pour la France avec ma caméra. Donc je filmais, je redistribuais toutes les autres télés avec ces images. Et on m'a emmené dans un minibus avec 3 autres caméramans et 4 photographes. On était donc 3 Russes, moi le Français, plus 4 photographes, au pied de la fusée à attendre que l'équipage arrive. Le commandant de l'équipage qui arrive. Et derrière, on devine Thomas
qui est là. Et regardez, là c'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là, j'arrête l'image, c'est à ce moment-là qu'il jette un regard à la fusée. Et il avait posté sur Facebook un post dans l'après-midi en disant « Je ne réalise pas encore, je crois que je réaliserai quand je serai au pied de la fusée et que je vais regarder ». Et c'est à cet instant précis qu'il regarde la fusée. Et je trouve qu'il est empreint de gravité un peu, et ça y est, là, il est dans sa mission. Là, il va monter le premier sur l'échelle. À peine heureux. Hein. Juste après, j'accélère encore un petit peu. Voilà, l'équipage est au complet avec les 3 membres. Et en fait, on m'avait dit qu'il restait entre 1 et 2 minutes, mais visiblement, ça a été beaucoup plus court. Ils sont restés à peu près une vingtaine de secondes, comme il faisait très froid, à saluer. Voilà, les dernières images. Et là, juste après, il monte et il s'engouffre dans la cabine de l'ascenseur qui va les monter au sommet de la fusée. Ça fait partie de traditions qui perdurent depuis des dizaines et des dizaines d'années sur Baïkonour, de même qu'une tradition depuis le départ, depuis Youri Gagarin, qui est celle d'uriner sur la roue du bus qui l'emmène. Alors bon, vous imaginez, pour les hommes, passe encore, mais pour une femme, c'est pas très commode. Donc elle fait semblant. Toutes les astronautes ou cosmonautes femmes font semblant, mais ça fait partie de toutes ces traditions qui existent depuis 1961, depuis la date du départ de Youri Gagarin. Alors ce truc qu'a fait Youri Gagarin, c'était tout simple. On l'amène en bus. Il n'y avait pas de WC dans la capsule, puisque le vol devait durer 1h30. Et il s'est dit, je vais décoller, je vais me prendre 3-4 fois mon poids sur moi, je fais pipi avant. C'était très logique. Mais depuis, c'est resté une tradition incontournable. En revanche, ce moment-là n'est pas filmé. Il y a quelques photos, parfois, qu'on trouve sur Internet, mais bon. Donc ça, c'est là où on était. On était très proche, 1 km de lanceur. Et là, on attendait le décollage. Alors, un désert, toujours pareil. On espérait de la chaleur, ce n'était pas le cas. On était descendu à -16 au moment de la bénédiction où on prend l'eau sur la tête. -18, -19 au moment de la sortie des cosmonautes. On s'est dit, est-ce que ça va descendre plus bas ? Ben oui, parce que manque de peau, le décollage s'est passé à 2h30 du matin. Et à 2h30 du matin, on était par -25. Alors à -25, nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas appréhendé, mais on n'a pas été les seuls, c'est que si on nous avait prévenu de bien nous couvrir, ça, on était tous au top. Hein. On marchait un peu comme des robots comme ça, tellement on était couverts. Seulement, on n'a pas pensé que les appareils photo ou les caméras, on ne les avait pas couverts de la même façon. Et ils n'ont pas apprécié du tout le froid. L'appareil photo de mon mari, le déclencheur s'est bloqué, il a gelé. Je ne pouvais pas appuyer. Et de toute façon, je ne sentais rien, mes doigts, c'était du bois. Donc j'arrivais pas à savoir si j'appuyais pas parce que je sentais pas où était le bouton ou si le bouton était bloqué. Bon, après j'ai vu que c'était le bouton qui était bloqué, en plus d'avoir le doigt bleu. Moi j'avais mis un appareil photo qui servait de caméra, qui était parfaitement réglé, mis au point nickel. On a déclenché 1 minute avant, mais il avait de plus en plus froid, il s'est rétreint, pouf, mise au point complètement défaite. Ce sont les images floues que vous aurez la chance d'apercevoir. Et mon appareil photo qui servait pour faire les photos avec le zoom marchait très au ralenti. On avait l'impression qu'il avait 2 de tension parce que ça gelait au fur et à mesure dedans, les liquides. Et ensuite, je n'ai plus pu fermer le zoom. Il a fallu 5 bonnes minutes dans une casemate au chaud pour pouvoir refermer l'appareil photo parce qu'il était complètement gelé. Malgré ce bilan terrifiant, on est quand même arrivé à sortir 2-3 trucs en mélangeant des photos, des vidéos et une vidéo de la NASA. En revanche, le son que vous allez entendre, c'est le son que nous, on a entendu. On est très proche et de nuit, c'est très, très impressionnant. Parce qu'en fait, on ne voit pas très bien et on a l'impression que peut-être la fusée va exploser pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est notre vidéo floue. Ça, c'est les photos de ma femme. Regardez ça. On a l'impression que ça explose. Et ça part. Ça, c'est une vidéo NASA. Le bruit typique du Soyouz. C'est très rapide, mais on est très près. Ça reste une chose auquel tiennent les Russes. On est donc très proche et on sent le crépitement et les vibrations à l'intérieur de soi. Vous avez vu là, pendant un petit moment, la plaine kazakh a été éclairée. C'est la lumière du lanceur qui éclaire.
très très impressionnant. Et vous allez voir l'arrivée sur orbite quand ils vont larguer un moment après. Bon, là, après, on a l'impression qu'il redescend vers la Terre parce qu'en fait, une fusée ne monte pas tout droit, elle finit par s'incliner. Et voilà, tac, vous avez vu ça? Ça, c'était quand le Soyouz s'est séparé de l'étage et ils sont sur orbite. Et là, vous voyez la petite canne qui sert au commandant pour appuyer sur les boutons parce que les boutons sont trop loin. Donc, bah, on a mis une petite canne. C'est russe, simple, efficace. Et ça tombe jamais en panne. Ça, c'est une photo du lancement. Alors, le retour se fait au Kazakhstan, mais pas à Baïkonour. Voilà le retour. Vous voyez, Baïkonour est ici. Ça, c'était le retour de Thomas. Bon, parfois, il se fait là, parfois ici, parfois là, ça dépend. Mais c'est quand même au Kazakhstan. L'atterrissage en douceur façon soviétique-russe, qui n'est pas du tout en douceur. On descend sous parachute et au dernier moment, on allume des rétrofusées. C'est la flamme que vous voyez là, pour ralentir. Le siège s'est redressé, il y a un ressort. D'après notamment Paolo Nespoli, il dit l'atterrissage en douceur n'est absolument pas en douceur. C'est imaginer un choc entre une petite voiture à l'arrêt et un camion. Mais bien sûr, vous êtes dans la petite voiture, pas dans le camion. C'est ce que ça donne. Donc c'est véritablement la porte des étoiles et le retour. Mais aujourd'hui, on peut se poser des questions sur l'avenir de Baïkonour, parce que comme on vous l'a dit, Baïkonour est loué par les Russes au Kazakhstan. Et le loyer de 115 millions de dollars par an. Bon, c'est un gros morceau de territoire aussi. On fait 10 à 20 lancements par an de Baïkonour. Mais le futur, ça risque d'être ça. Des pas de tir vides. Pour comparer, en Europe, en Guyane, on fait entre 10 et 12 lancements par an. Aux États-Unis, du côté de la Floride, c'est à peu près pareil, c'est une quinzaine de lancements par an. Et après, il faut rajouter les lancements depuis la Californie ou depuis à côté de Washington. Donc on va dire 20, 22 lancements par an pour les États-Unis. On peut rajouter la Chine, on peut rajouter le Japon, l'Inde, qui ont leurs propres lanceurs. Disons que sur une totalité de peut-être 70 à 80 lancements par an, Baïkonour actuellement en fait une bonne quinzaine. Voilà, bon an, mal an. Voilà, mais Baïkonour revient cher aux Russes, et puis vous savez, surtout avec Poutine, dépendre des Kazakhs. Si les Kazakhs un jour ont envie de dire bon non, vous venez plus, et puis vous lancez plus rien, ça va quelque peu contrarier le président de la Russie, donc ils sont en train de construire autre part. Voilà, le Vostochny. Ils ont déjà fait 1 ou 2 lancements et ils veulent à terme tout passer sur ce nouveau cosmodrome parce qu'il est sur leur territoire, ce qui est important. Donc que va devenir Baïkonour? Eh bien la réponse, le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Parce que si vous allez sur le site officiel du patrimoine mondial de l'humanité, figurez-vous que Baïkonour n'est pas sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. C'est quand même le lieu d'où est parti le premier homme, la première femme, le premier satellite, la première sonde vers la Lune, la première sonde vers Vénus, et ce n'est pas sur la liste du patrimoine mondial. Et ce n'est même pas, j'ai vérifié récemment, sur la liste des nouveaux sites proposés au Kazakhstan pour le patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est quand même un patrimoine mondial, puisque c'est là qu'a commencé la conquête de l'espace pour l'humanité entière. Qu'est-ce que ça va devenir ? Tout va dépendre du jeu diplomatique. Et le jeu diplomatique entre la Russie et le Kazakhstan, il n'est pas simple. Que va devenir Baïkonour? Un lieu de touristes? On verra, ce sera dans une quinzaine d'années quand ils arrêteront de louer. Surtout que les Kazakhs aimeraient beaucoup garder les lancements, parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui aimeraient venir, mais c'est quand même énormément d'emplois indirects. Et le Kazakhstan n'a pas du tout envie de perdre cette manne pour cette région-là, parce que vous avez vu que c'est quand même pas une région hyper développée. Donc le lancement depuis Baïkonour est important, très important pour eux. Donc c'est vraiment un lieu qui est mythique, qui est historique, qui fait partie de notre histoire. Est-ce qu'il restera encore tel que, est-ce qu'il va encore servir longtemps? On ne sait pas. On le verra. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés pendant ce voyage. Et puis, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas